Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Étonnant Nom, votre émission de vulgarisation philosophique proposée par Kairos et Radio Campus Tours. Je suis Audrey Chéron et j'ai plaisir de présenter cette émission. L'émission du jour prend la forme d'un entretien. Nous allons parler de recherche en philosophie, du travail de doctorat, mais aussi plus largement du parcours qui mène à la philosophie et de ce que signifie aujourd'hui faire de la recherche dans ce domaine. Pour en discuter, deux invités sont avec nous. D'abord Gaspard. Bonjour Gaspard. Bonjour. Vous êtes étudiant en première année de philosophie. Est-ce que vous pourriez commencer par nous raconter un peu votre parcours et ce qui vous a conduit à faire de la philosophie ? Alors oui, j'ai eu un parcours quelque peu chaotique. Comparé à mes camarades, je suis un peu plus vieux que les L1 habituels. J'ai loupé mon bac scientifique et je suis allé dans divers domaines de la programmation informatique à la cuisine, tout en ayant en parallèle une certaine appétence pour la philosophie et un peu curieux sur tout plein de domaines. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter une licence. Et du coup, je me suis inscrit à la fac de Tours. Et me voilà. Merci. Et puis avec nous également, François Guignard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorat et chargé de cours à l'Université de Tours. Est-ce que vous pourriez nous expliquer sur quoi portent vos recherches et plus largement en quoi consiste votre travail ? Alors oui, donc effectivement, je suis doctorant contractuel à l'Université de Tours. Donc ça veut dire que je suis payé par l'université pour faire mes recherches de thèse. Donc ces recherches, elles portent, on va dire qu'elles portent sur les espaces sonores de médiation culturelle, ce qu'on appelle aujourd'hui la radio, mais on peut englober aussi les podcasts, tout ce qui passe par la médiation par le son enregistré. Et je me pose des questions philosophiques à ce sujet-là, à savoir quelles sont les conditions de production, quelles en sont les conditions de perception, et puis dans quelle histoire ça s'inscrit, en gros. Merci. Et donc, par quoi vous voudriez commencer cet entretien ? Je pense peut-être une petite explication succincte de votre sujet de thèse, pour que tout le monde puisse se mettre en tête un peu, si c'est possible. Oui, bien sûr, tout est toujours possible. La difficulté, c'est toujours d'essayer d'être clair sans omettre l'intégralité de la problématique. En fait, il y a plusieurs choses. Quand on essaye d'interroger notre histoire sonore, parce que c'est aussi ça, il faut prendre en considération plusieurs conditions. La première, moi, c'est de me focaliser sur l'apparition de l'enregistrement sonore et de la radio. Donc c'est en gros, on va dire que la radio, ça commence autour des années 1920, l'enregistrement sonore un peu avant. Et donc c'est une histoire d'à peu près, on est en gros sur un siècle. Donc c'est sur cette histoire-là que je me tourne. Mais cette histoire-là, elle ne commence pas qu'avec l'apparition de l'enregistrement sonore et de la radio. Elle commence aussi avant. Elle commence avant pour plusieurs raisons. D'une part parce que on a souvent considéré, on considère encore beaucoup que l'entrée dans la modernité, l'accès au savoir et à la culture s'est fait et se fait à travers une histoire essentiellement visuelle, notamment par la création de l'imprimé, donc essentiellement du livre. Et donc ça, c'est la première chose que mes recherches tentent à déconstruire en partie, à essayer de montrer que même s'il y a effectivement une certaine tendance à instaurer des changements massifs par l'arrivée de l'imprimé dans les sociétés, il y a toujours une histoire orale et sonore qui continue en parallèle. Et mes recherches tendent aussi à voir comment cette histoire-là tente à s'amplifier avec l'apparition de l'enregistrement et l'apparition de la radio. Comment ça vient aussi rabattre les cartes de cette, on va dire, domination du visuel au sens large. Et comment est-ce qu'il faut peut-être essayer de penser l'influence du sonore sur la formation de nos pensées. Ok. Sujet vaste et très passionnant.
Du coup, vous traitez des médias sonores, donc la radio et le podcast, en l'occurrence, où on est. C'est un peu cocasse. Mais dans votre sujet de thèse, vous faites la différence entre la vision qu'on pourrait avoir des médias sonores comme instrument de diffusion, mais pas seulement, mais aussi comme production culturelle. Qu'est-ce qu'on voit pas ou ou qu'on ne comprendrait pas si on les réduit à de simples outils? Bah oui, justement, en fait, c'est ce que j'essaye de montrer, en fait, c'est qu'on a souvent tendance à réduire la radiodiffusion. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que dans son mot, elle est associée directement à la diffusion, à un médium qui serait simplement là pour, en gros, diffuser des productions existantes, comme si elle-même n'était pas productrice directement de culture ou de production culturelle, mais qu'elle servait simplement à diffuser de la culture préexistante ou du discours autour d'objets culturels existants. En gros, il s'agirait de faire une émission pour parler d'objets culturels ou pour diffuser une forme quelque peu adaptée de production culturelle. Mais on ne la prendrait pas en considération comme un acteur ou comme une force artistique, productive de contenu culturel en elle-même. Est-ce que c'est assez clair comme ça ou vous voulez que je détaille plus ? Non, bah après, si vous sentez qu'il y a un intérêt à détailler, je peux peut-être vous relancer sur autre chose qui pourrait aller dans la continuité. Par exemple, lorsque la radio diffuse un savoir qui peut être scientifique, philosophique ou sur d'autres sujets, par exemple universitaires, est-ce que c'est simplement une traduction d'un contenu qui peut être écrit, qui est plus proche du contenu académique, ou le savoir lui-même se transforme en devenant sonore et en passant par la radio ou par un média sonore? Je vais faire une réponse qui n'en est pas une, mais oui et non. Non, justement, en fait, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a plusieurs angles de lecture de cette question-là. En fait, la première question qu'il faudrait se poser, c'est, même si on réduit la radio à un simple instrument de diffusion, admettons, par exemple, je viens à ce micro, je prends un texte et je le lis devant le micro. Là, on pourrait dire que c'est juste un instrument de diffusion. Je viens lire un texte que j'ai écrit sans l'adapter à la radio. Là, bon, effectivement, on pourrait se poser la question. Il faudrait encore se poser une autre question. Si on part de ce principe-là, ça serait de se dire, mais est-ce que pour autant, le fait que cet écrit que je dis dans un micro, est-ce qu'il n'est pas, dans tous les cas, changé par le fait d'être perçu à un autre endroit, pas en ma présence, mais qu'on entende juste ma voix? Ça, on pourrait aussi déjà juste poser cette question de la perception. Est-ce que le fait qu'une technologie médiatrice soit entre l'auditeur et moi, et qu'il puisse m'entendre sans me voir, ne change pas les conditions de perception, et ne change pas en partie l'expérience d'écoute? Après, on pourrait se poser d'autres questions. Des questions du... si je n'ai pas préparé la réponse, qui est le cas aujourd'hui, je viens en n'ayant pas préparé la réponse à ces entretiens et que c'est une discussion qui s'instaure, est-ce que là, du coup, dans quel type d'échange on se trouve? Nous sommes ici, par exemple, autour d'une discipline qui est la philosophie, qui a une histoire écrite, certes très forte, mais qui a aussi une histoire orale très forte. Et les conditions du dialogue sont, par exemple, quelque chose d'important dans notre histoire philosophique. Elles le sont depuis Platon et avant chez les pythagoriciens et autres. Ce qui est intéressant là de pointer, ça serait, est-ce que du coup cet échange-là ne recréerait pas en partie aussi une expérience de dialogue dont des auditeurs pourraient être le témoin à distance? Et donc là, on serait dans une production culturelle encore différente. Et après, pourrait se poser encore une autre question, à savoir quelles sont les conditions de production de cette diffusion?
Et là, il faudra interroger tout ce qui se passe sur le biais technique, mais qui considère aussi l'écriture. J'aime pas trop ce terme parce que ça le renvoie à l'histoire de l'imprimé. Et justement, mes recherches viennent à essayer de trouver d'autres manières de parler de ça. Comment est-ce qu'on pourrait parler de cette façon de produire une émission? Mais comment cette émission est-elle produite? Est-ce que vous enregistrez l'émission mais que vous allez la recouper derrière? Ce qui peut être le cas. Pour un podcast, on n'est pas dans une diffusion en direct. Donc on peut couper un passage, enlever une hésitation, enlever une partie qu'on trouverait plus assez intéressante ou qu'on voudrait reformuler la question qui a été dite. Oui, le montage a une influence sur le contenu transmis. Oui. Et puis on pourrait aussi voir si on veut y ajouter des choses. Est-ce qu'on veut ajouter de l'illustration sonore? Est-ce qu'on veut faire entendre autre chose que simplement des voix, un échange, des discours? Et là, on rentrerait dans un autre type de production culturelle. Est-ce qu'on veut servir des micros qu'on utilise ici pour faire des sons différents? Et là, on rentrerait encore dans une production différente. Oui. Et là, on se saisirait des possibilités du médium radiophonique, à savoir le fait qu'il utilise aussi des techniques d'enregistrement, un micro, mais qu'on peut aussi envoyer de la musique, mais qu'on peut aussi faire des bruitages, qu'on peut aussi en faire plein de choses. Il y a aussi le fait qu'on puisse, contrairement à l'écrit, interpréter par une voix, au même titre que pourrait être un acteur ou un acteur sonore. Du coup, ça pourrait changer aussi la perception qu'on aurait d'un texte ou d'une pensée, suivant que ça soit telle ou telle voix, telle ou telle tessiture, tel ou tel rythme ou même expérience transmise auditive. Oui, ça, en fait, ça serait interroger l'esthétique de la radio. C'est prendre en considération le fait que une tessiture de voix, un grain de voix, une interprétation change la réception qu'en aura l'auditeur. Ça, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui va occuper en fait assez tôt les discussions dans les débuts de la radio. Et là, pour rester dans notre champ de disciplinaire, si on va sur un auteur comme Walter Benjamin, qui a connu les débuts de la radio et qui a travaillé aussi un petit peu, il s'étonnait de plusieurs choses. Il s'étonnait déjà d'une première chose qui était que lui, il comprenait pas, il disait « Je ne comprends pas pourquoi les universitaires bavassent à la radio ». En gros, ils arrivent avec un texte, c'est ce qu'on appelait les cours du soir. Et en fait, c'est ça peut être un universitaire, mais ça peut être un philosophe, ça peut être un historien, ça peut être peu importe la discipline, et qui en gros lit son cours à la radio, mais sans se soucier de savoir s'il est bien interprété, s'il est bien écouté, etc. En fait, pour lui, il ne saisit pas les possibilités du médium. Et à côté de ça, il remarque en tout cas qu'on n'a jamais aussi vite décroché d'un médium que du médium radiophonique, juste par rapport à une sonorité, une esthétique, une voix. Et il dit c'est fou qu'il y ait certains orateurs qui soient capables de nous passionner alors qu'ils sont en train de nous parler de météo, alors que d'autres, qui ont des sujets en soi très intéressants, nous ennuient au point qu'on éteigne la radio alors que le fond était passionnant, mais en fait, ils sont incapables d'avoir une interprétation qui soit intéressante pour les auditeurs. Et donc, effectivement, là se pose la question de l'esthétique. Alors, est-ce qu'on joue dessus juste par l'interprétation? Est-ce qu'on joue dessus par un montage? Est-ce qu'on joue dessus par une certaine mise en voix, mise en son, mise en scène? Ça, c'est sûrement un mélange d'un peu de tout. Ça peut être des influences diverses, suivant les utilisations aussi. Je sais que certaines émissions peuvent se revendiquer d'un format plus brut, moins altéré, ou d'autres, au contraire, vont préférer modifier pour justement avoir un côté plus esthétique ou plus esthétique ou plus artistique.
Mais j'ai une question qui peut rejoindre un peu cette vision-là aussi. C'est, vous avez dit tout à l'heure que le podcast, c'était en différé, là où la radio peut être et est souvent en direct. Est-ce que le passage du direct à la demande, avec par exemple le podcast, est-ce que ça modifie aussi notre rapport euh, à la temporalité et aussi au sujet? Par exemple, je suis un consommateur de podcasts et un podcast que j'appréciais beaucoup qui s'appelle le Floodcast. C'est terminé il y a peu. Et du coup, j'aime bien, par nostalgie, me refaire certains épisodes. Mais du coup, ils traitent souvent d'événements du quotidien ou du moins de ce qui se passait dans la semaine. Et il y a un rapport ancré, temporel, que du coup, je consomme des années. Ils ont eu 10 ans d'expérience. Et du coup, je consomme des 6 ans, 7 ans après. Et j'ai un peu cette capsule temporelle euh, qui existe et qui n'existe pas, qui n'existait pas à la radio avant qu'on puisse avoir des radios à la demande ou les enregistrements. Alors là, je vais agir vraiment en philosophe. Je vais faire beaucoup de distinctions. Parce que il faut, pour savoir de quoi on parle, il faut faire des définitions claires. Il faut revenir sur des choses. Ce qui est surtout important, déjà, faire juste le point sur la différence entre ce qui peut être un podcast et ce que peut être la radio, etc. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Il faudrait déjà expliquer on parle souvent des podcasts natifs. Donc là, qui sont des podcasts, c'est-à-dire des émissions créées pour être écoutées effectivement sur Internet, qui ne sont pas forcément créées pour être diffusées en radio. Et après, on a les podcasts de réécoute, qui sont là des émissions de radio qui, une fois diffusées, peuvent être réécoutées. Donc déjà, c'est deux dynamiques différentes. Ça, c'est la première chose. Après, pour savoir est-ce qu'il y aurait vraiment une différence entre le podcast et l'émission de radio, la réponse, elle n'est pas oui. Alors, la réponse, elle est tout dépend du format. Un podcast qui recrée les conditions du direct, ce qui est en fait 90% de la production de podcasts aujourd'hui, ce qu'on appelle les talks, en fait, sont des émissions qui sont enregistrées, donc en différé, mais qui n'ont pas vraiment de montage, ou très peu, et qui sont en fait dans les conditions des directs. On l'écoute comme on nous écoute ici, par exemple. Je pense que c'est aussi de la manière dont est produit ce podcast-là. Il n'y a pas forcément beaucoup de montage qui est fait derrière. On le réécoute comme si on l'écoutait en direct. Et ça, c'est quasiment l'intégralité de la production, elle se fait là-dessus. Le changement, effectivement, vous l'avez stipulé, c'est la possibilité de la réécoute. Là, c'est intéressant parce que ça vient pointer du doigt plusieurs choses, à savoir que c'est exactement ça que vient créer aussi l'enregistrement à la base, la fixation de quelque chose qui ne pouvait jusqu'à maintenant pas être fixé, à savoir le son. Ça, c'est un découpage temporel. C'est quelque chose qu'on peut réécouter. Ça n'existait pas de réécouter quelque chose avant l'enregistrement sonore. Et ce que la radio apportait, elle, c'était un découpage, cette fois plus temporel, mais spatial. C'est-à-dire de pouvoir écouter quelque chose à distance d'eux. Donc les deux mélangés, ça fait qu'on peut écouter quelqu'un ou quelque chose à distance, et à distance dans les deux sens du terme, c'est-à-dire à distance spatiale, mais aussi à distance temporelle. Et effectivement, dans les premières années, la radio a été ce qu'on appelle un médium de flux, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on écoutait comme ça, mais on ne pouvait pas ressaisir l'écoute. Donc ça, c'était quelque chose d'important. C'est-à-dire que l'expérience radiophonique, elle se faisait aussi dans quelque chose qui était éphémère. Oui, il y avait aussi un côté de rendez-vous ou de manquer. Oui, puis s'il y avait une écoute flottante, ce qui peut être souvent le cas dans une écoute radiophonique. Alors, je vais utiliser le terme écoute radiophonique, ça s'applique au podcast comme à la radio. Dans une écoute radiophonique, une écoute flottante, c'est plutôt la norme. C'est normal de ne pas être attentif tout le temps, c'est normal d'avoir des moments d'absence, c'est normal d'être... Le médium sonore permet ça. Et ce n'est pas forcément une faiblesse, ça peut être même plutôt une force. Ce que le podcast vient changer, c'est qu'on passe d'un médium de flux à un médium de stock. Et là, en fait, on peut réécouter. Et donc, l'expérience de réécoute fait forcément une différence. Donc, on pourrait situer plutôt
la distinction à cet endroit-là. Mais vous voyez, ça s'inscrit dans une suite qui n'est pas une coupure nette, en fait. Oui. Ok. Très bien. Oui. Vous avez dit un peu précédemment qu'on avait plus comme vision de la modernité, souvent pensée comme l'avènement du regard, ou du moins de l'image de ce qui est visible. Est-ce que... comment l'exprimer est-ce que c'est cohérent ou est-ce que la radio a aussi joué un rôle dans un avènement de la modernité qu'on a actuellement? Alors, oui. Ouais. En fait, encore une fois, c'est pareil. Il faut remettre, il faut remettre en contexte. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaye de théoriser, c'est, enfin, pas tout seul, hein, d'ailleurs, je m'appuie d'une longue tradition en histoire, en philosophie, autour de ces questions-là. C'est qu'en fait, quand bien même l'imprimé ait créé une forme de transmission de la culture importante, et que ça a permis aussi de s'asseoir sur une certaine scientificité, c'est-à-dire que ça a permis de pouvoir vérifier de l'information, de l'inscrire, de pouvoir parler à partir de. Ça a permis aussi un certain régime bibliographique, un certain mode de citation scientifique. Il serait illusoire de croire que pour autant, ça a complètement gommé des modes de production orale. C'est-à-dire que, par exemple, Françoise Vaquet a écrit un ouvrage très important là-dessus qui montre qu'en fait, l'importance de l'oralité dans la transmission du savoir ne s'est jamais gommée, en fait. Elle a juste pris une forme différente. Mais en fait, on pourrait remonter dans l'histoire même universitaire et scientifique et montrer tous les endroits, tous les lieux où la production est en grande partie encore orale. Si on prend le cas de l'université, par exemple, la majorité de la transmission du savoir se fait par ce qu'on appelle des travaux dirigés ou des cours magistraux, qui sont en fait des formes orales de transmission. Dans le monde, pas universitaire, mais de la recherche, on a énormément de colloques, on a aussi des moments comme ça de séminaires, de rencontres, qui sont en fait des moments qui sont oraux. Alors, la base de discussion, elle peut être un article, une communication papier, mais ça n'empêche pas que ça va donner lieu à des échanges. Et ces échanges-là, ça va être des discussions, des dialogues, et ça va être de l'oralité. Donc déjà, cette inscription d'un régime de transmission de la culture qui serait seulement issu de l'imprimé, on voit qu'on peut le contester ou en voir une autre facette. Après, ce qu'il faut pointer du doigt, par contre, ce qui est vrai, c'est l'importance de la culture du visuel, qui se fait aussi en parallèle et qui s'accompagne. Là, pour le coup, on a la constitution d'une industrie culturelle où le visuel va prendre énormément de place. C'est quelque chose qu'on peut vérifier tous les jours dans notre quotidien, que ce soit par la publicité, la multiplication des écrans, le premier contact et le premier rapport est souvent visuel. Pour autant, le rapport au sonore est aussi quelque chose de très présent. C'est aussi quelque chose qui nous accompagne au quotidien, par différents aspects, mais qui est un peu plus passé sous silence, j'ai envie de dire, sans jeu de mots. On le remarque peut-être parfois moins, mais en fait, ça n'empêche pas qu'il soit présent. Mais on est effectivement sous un régime, alors un philosophe, Peter Zensdy, appelle ça un régime d'économie, un mélange d'économie et d'icône, où l'économie est basée essentiellement autour de l'image. Et ça, effectivement, on peut le vérifier régulièrement. Si on prend l'exemple du podcast, qui est un exemple tout bête, aujourd'hui,
exister en tant que créateur de podcast, si on n'a pas une renommée ou si on n'est pas quelqu'un de connu, c'est difficile. Et le premier biais, le premier levier, c'est l'image. Oui, C'est une vignette carrée. développer une charte graphique. Tout à fait. Et c'est ce premier contact, en fait, finalement, qui va être fait avec un podcast, ça va être une image. Et ça va pas être un son. Oui, vous passez par des réseaux sociaux du coup plus visuels comme Instagram ou ce genre de choses pour promouvoir le podcast. Oui, mais ça, c'est effectivement, il faut prendre conscience aussi du contexte sociétal dans lequel on est. Et d'un point de vue socioculturel, on est dans une industrie culturelle qui porte une injonction de visibilité. Il faut se rendre visible. Exister, c'est être visible. C'est être visible sur les réseaux sociaux, c'est être visible à tous les niveaux. Et même pour l'industrie culturelle, c'est aussi le cas. L'imprimé, le livre, passe son temps à chercher la visibilité. Exister pour un livre, c'est être vu, c'est être repéré. Le taux de rotation d'un livre aujourd'hui qui sort sur une table de librairie, c'est 15 jours. Quand un livre arrive, il faut qu'il soit vu dans les 15 jours. S'il n'est pas vu, il n'existe pas. Encore une fois, si on n'a pas une renommée forte à côté. Oui, si on n'a déjà pas une renommée qui est déjà établie. Tout à fait. Ce qui est finalement assez court, 15 jours. Tout à fait. Je crois pas que je vais suffisamment. Enfin, si, en vrai. Mais tous les 15 jours, effectivement, j'en loupe du coup énormément sur les tables de la librairie. J'avais une question plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous personnellement, de travailler sur ce sujet d'études et d'en faire un sujet de thèse? Est-ce que vous avez déjà une appétence pour le domaine sonore ou est-ce que un événement en particulier vous a inspiré? Ouais, c'est pareil, vous allez dire que je fais toujours des réponses à plusieurs entrées, mais il faut encore une fois voir ici un faisceau on va dire de raisons qui m'ont poussé à travailler sur ce sujet-là. La première entrée, on va dire que c'est mon rapport à l'oralité. Le fait que mes premiers rapports avec la transmission de la culture se sont faits de manière orale, ils ne se sont pas faits de manière écrite. Moi, je viens d'une famille qui n'a pas une grosse culture de l'imprimé. Et en fait, rencontrer la culture, rencontrer certains auteurs, ça s'est fait dans mon cas beaucoup plus par la médiation d'autres types, la musique, la radio notamment. Et aussi des rencontres. Et donc par ces formes orales. Et que du coup le contact à l'imprimé a été quelque chose qui s'est fait après. Ça c'est la première entrée. La deuxième entrée c'est justement la musique. Moi j'ai commencé pas mal à étudier la musique et à m'interroger philosophiquement sur les modes de diffusion de la musique, notamment des musiques hip-hop et de leur mode de production. Et en fait, en m'intéressant à ce mode de production-là, je me suis retrouvé à interroger l'enregistrement sonore. La manière dont cette technologie-là a été tout d'abord acceptée, puis utilisée dans toutes ses possibilités, puis détournée, puis remaniée pour arriver à des productions complètement alternatives. Et comment ce processus-là, en fait, venait interroger la production du son. Et donc, ces diverses entrées m'ont fait m'interroger sur, en fait, qu'est-ce que c'est aussi parler dans un micro, qu'est-ce que c'est transmettre une information par ce biais-là, puis qu'est-ce que ça peut être aussi de penser pas seulement une diffusion neutre d'une information, mais de pouvoir penser peut-être un art radiophonique, pouvoir penser aussi différents angles d'attaque de ce médium. Ok. Mais oui, le fait que vous ayez été
plutôt introduit à des formes d'apprentissage, enfin, du moins auditif et pas visuel. Est-ce qu'il y aurait aussi une corrélation avec une époque, au sens où est-ce que, par exemple, un jeune étudiant ou un jeune lycéen maintenant serait confronté aussi à la radio de la même façon, ou est-ce que elle a tellement évolué maintenant que le rapport serait différent? Le rapport est forcément différent que moi, l'expérience que j'ai pu en avoir. Après, moi, j'essaye pas d'universaliser mon expérience. C'est un point de départ. Non, mais c'est important. C'est ce qui a pu être un travers de la philosophie, d'ailleurs, de vouloir universaliser une expérience pour en faire quelque chose qui appartiendrait à tout le monde. C'est un point de départ pour questionner une histoire alternative de la transmission culturelle et de se dire il se passe des choses. C'est pour ça d'ailleurs que mon intitulé de thèse est sur les espaces sonores et pas directement sur la radio. Parce que ces espaces-là, ils sont en mutation perpétuelle. Et à la fois, c'est pas un médium très vieux. C'est un médium, je l'ai dit au début de l'émission, qui a un siècle. Donc en fait, il n'est pas si ancien que ça. Il est encore en train de changer, il change en permanence, mais il est quand même présent. Et si c'est pas directement sous ce biais-là, on a beau être dans une culture et une société qui est dominée par le visuel, il me semble que le sonore vient se mettre dans des interstices, dans des moments alternatifs, et puis qui, justement, prend de plus en plus de place aussi, à différents endroits. On est, je pense, de plus en plus à l'écoute. Je pense que la génération actuelle a des outils pour écouter des choses qui n'étaient pas possible d'écouter quand moi j'étais plus jeune, par exemple. Et que ce qui poserait problème aujourd'hui, ça serait plus le fait d'avoir une culture commune de l'écoute. Le fait d'éduquer l'oreille pour avoir cette écoute-là. Autant on peut avoir une culture de l'imprimé, et on essaye avec toutes les difficultés à l'heure actuelle qu'on peut dire sur la lecture, cette grosse critique qui dirait que les gens ne lisent plus, alors qu'ils sont obligés de passer leur temps à lire. C'est juste qu'ils lisent peut-être plus tel type d'écrit. Mais en tout cas, on passe notre temps à leur répéter l'importance de la lecture, à leur essayer de leur montrer comment lire, à avoir des méthodes de lecture, etc. Et en fait, il n'existe pas, très peu, de moments où on essaye d'apprendre aux gens à écouter. On questionne l'écoute. Et du coup, on a du mal à créer une culture commune de l'écoute. Oui, ça pourrait être intéressant, par exemple, à l'école, de parler de ces sujets-là, et de le mettre sur le même tableau que pourrait être effectivement l'écriture, ou même qui commence un peu à faire un peu son bout de chemin, la vidéo aussi. Mais du coup, qui prend une partie du son et de l'écoute aussi importante. Mais le rapport aussi technologique actuel, l'accessibilité au son, c'est beaucoup plus simple maintenant d'avoir un téléphone, un moyen d'écoute plus ou moins performant, des écouteurs ou même des enceintes assez facilement. Mais pour autant, il y a aussi une multitude de productions et de plateformes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi où il y a énormément, enfin, il y a de plus en plus de productions qui sont produites, un peu tautologique, mais et du coup, on a du mal aussi à avoir une base commune d'écoute, au sens où je vais pas écouter la même chose que mon voisin, et donc je vais pas forcément avoir les mêmes références qui vont... qui est aussi une diversité, mais aussi du coup un éloignement sur le discours
ou du moins sur le sujet en question. Oui, il y a une saturation du marché, mais ça, cette saturation du marché, elle est valable dans tous les médiums, en fait. On pourrait dire la même chose du livre, on pourrait dire la même chose du cinéma, on pourrait dire la même chose des séries télé. Aujourd'hui, on a une offre qui est... il est humainement impossible de lire toutes les nouveautés, qu'elles soient scientifiques, que ça soit du roman, que ça soit de la bande dessinée, que ça soit de la musique, que ça soit du podcast. On ne peut pas ni lire ni écouter l'ensemble de ces productions-là. Mais c'est pas forcément grave que ça soit pas une culture commune de l'écoute. Ça veut pas forcément dire une culture commune des productions culturelles écoutées. Ça veut dire d'être en capacité d'interroger notre écoute de la même manière. C'est-à-dire d'avoir des outils pour interroger notre écoute. Comme on peut avoir des outils pour interroger un texte. Comme on peut se poser des questions de qui parle déjà, d'où vient ce texte, ou d'où vient cette émission, qui l'a produit, quels sont les enjeux, etc., etc. Et puis une autre question qui peut se poser, là c'est des questions liées à l'industrie culturelle, ça serait quelle représentation et quelles images cette culture commune vient imposer à moi, malgré moi. On pourrait en trouver plein, mais on pourrait parler du design sonore par exemple, qui est plus éloigné de la question de la radio, mais quelque chose de notre environnement sonore quotidien, et qui est un lieu de discussion et de lutte, par exemple, autour des images sonores que cela vient imposer. Le bruit d'une voiture électrique qui passe à côté de nous, par exemple, c'est quelque chose qui est maintenant rentré dans notre quotidien, et quelque chose comme si on considère que ça existe, alors que c'est une production... oui, c'est purement artificiel. C'est purement artificiel. Une voiture électrique fait quasiment aucun son. En fait, on l'oblige, une voiture électrique, à produire du son par sécurité, jusqu'à 35 km/h, parce qu'après, elle fait suffisamment de bruit en roulant, donc elle n'est plus obligée d'en faire. Mais c'est artificiel. Et cette production-là, elle a été déléguée à des firmes privées. Alors, ça aurait pu être un son imposé par un État, par exemple, qui dit ça sera ça le son des voitures électriques. Aujourd'hui, on peut se dire, tiens, on a des sonorités qui appartiennent à des marques de voitures et qui viennent créer des sons qui font partie de notre environnement. De manière plus générale, on pourrait se dire que, je ne sais pas, le son d'un train, c'est quelque chose qui nous appartient à tous, qu'on connaît tous. C'est des sons qui renvoient tout de suite à des significations, mais qu'on n'interroge pas pour autant. Ce qu'a pu être le travail de l'art radiophonique, de la musique, finalement, ça a été et c'est encore de venir interroger ces manières d'écouter. Naturellement, on a toujours tendance à juste écouter quelque chose et à se dire pas qu'est-ce que c'est que ce son, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, et en gros à quoi il renvoie. Interroger notre écoute, ça serait aussi se poser la question de c'est quoi ses qualités esthétiques ? C'est quoi écouter un son ? Et juste l'écouter pour ce qu'il est et pas pour ce à quoi il renvoie. Ça serait aussi le départ d'une autre écoute. C'est ce qu'ont essayé de faire beaucoup de théoriciens et de praticiens surtout dans les premières années de la radio. Enfin, pas les toutes premières années de la radio, il a fallu un peu de temps, mais le cours que je faisais avant était sur Pierre Schaeffer, un homme de radio français et qui a expérimenté beaucoup de choses autour du son et qui s'est posé cette question-là. Qu'est-ce que c'est qu'un son pour lui-même ? Et qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Ça pourrait rejoindre aussi des questions esthétiques dans la musique, sur les sonorités ou des sons, que ça soit notamment avec l'essor de la MAO, où on peut du coup même aller au-delà des sons physiques et les travailler de fond en comble. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi voir des objets culturels hybrides
pouvant mêler à la fois le son, l'image, le texte. Et est-ce qu'on ne pourrait pas redéfinir les frontières qu'il y a entre ces médias? Eh ben, alors, moi, je fais partie mon laboratoire de recherche. J'appartiens à un laboratoire de recherche qui s'appelle le laboratoire Intrus pour interaction, transfert, rupture artistique et culturelle. Et justement, le point commun des chercheurs qui sont associés à ce laboratoire, c'est justement de venir questionner les frontières. De dire qu'en fait, plutôt que de faire des classifications typologiques entre les arts, il est plus intéressant de venir voir les points de contact, les points de perméabilité, le fait que ça ne soit pas si ancré que ça. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans la radio, c'est que c'est un médium qui est en fait un médium de l'antre. C'est un médium qui est arrivé en ayant plein de généalogies. C'est un médium qui a été beaucoup investi à ses débuts par le théâtre, parce qu'on a considéré que c'était un médium justement que de diffusion. Donc on a cherché à le tirer vers les médiums qui existaient avant. On s'est dit, tiens, en fait c'est super, on a juste à mettre un micro au milieu de la scène de théâtre et puis on va pouvoir diffuser du théâtre. Oui, au même titre qu'une captation. Tout à fait. Et puis on s'est dit la même chose pour la musique. Et puis on s'est dit la même chose pour un cours. On s'est dit, etc. Et là, moi, ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure, sur ce qu'on aussi on s'interroge, c'est que ce que la radio a fait et n'a pas fait. Parce qu'il y a encore des émissions qui ne le font pas. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles la radio ne questionne pas ses propres possibilités en tant que médium. C'est d'interroger justement ces modes de production et de diffusion. Et souvent, on essaye de juste lui faire diffuser du théâtre, ou juste lui faire diffuser de la musique, ou juste lui faire... Alors que, justement, l'intérêt, c'est de comment est-ce que on crée autre chose avec. Quelque chose de plus hybride. Très intéressant. Et enfin, peut-être une dernière question pour finir. Si ce sujet, si des auditeurs souhaitent creuser ce sujet, est-ce que vous avez des conseils ou des livres ou des prédécesseurs qui auraient plus ou moins creusé ou en parallèle sur le rapport aux médias sonores ou même notre rapport aux médias en général? Tout dépend de l'entrée qu'on veut y mettre. Nous, alors là, sur un terrain plus disciplinaire, la philosophie, c'est pas beaucoup interrogé finalement sur la radio et la musique parce que c'est quelque chose qu'elle a mis à distance pour plein de raisons dont on pourrait parler qui seraient intéressantes. Mais pour autant, on s'inscrit quand même dans une tradition qui s'est intéressée quelque peu à ces questions-là. Donc moi, je travaille par exemple à partir de plusieurs philosophes. Je travaille un petit peu à partir de Walter Benjamin. Je travaille aussi un peu à partir d'Adorno, Théodore Adorno. Je travaille aussi, justement, j'en ai parlé tout à l'heure avec Pierre Schaeffer. On pourrait aussi parler de Paul Valéry, qui est plus un poète qu'un philosophe, mais qui a eu quelques essais autour de cette question-là. Mais c'est des entrées qui ne sont pas forcément faciles et sur lesquelles il faut avoir un regard assez informé. Moi, je conseillerais dans un premier temps de plutôt aller vers des manuels d'écoute. Il y a un très très beau manuel qui a été publié il n'y a pas longtemps par l'association Beau Bruit, et qui est un manuel d'écoute qui est très très joli à lire, qui a été fait par les gens qui étaient à l'origine d'une revue sur Internet qui s'appelait la revue Saint-Aune, que je conseille aussi activement parce que c'est une revue qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a laissé toutes ses archives en ligne et qui a beaucoup écrit et notamment fait aussi de la critique sur les podcasts, les émissions de radio, et qui a été une source de problématisation de l'art radiophonique importante et qui permet un accès assez intéressant à ces questions-là.
Et puis on trouve aussi quelques revues scientifiques qui travaillent alors sur la question du sonore, plutôt sur les musiques populaires, par exemple. Je pense à la revue Volume, qui est une revue assez intéressante. Il y a la revue Radiomorphose qui questionne les formes de la radio. Et après, c'est des choses un petit peu plus complexes, mais moi, je commencerai par aller par là, et puis je commencerai surtout par exercer mon écoute, par aller écouter des choses très différentes, à aller écouter des émissions de radio classiques qui peuvent nous permettre de nous connecter, par exemple une émission de France Culture sur la philosophie, ça peut être important mais et intéressant, ou un podcast comme ça de vulgarisation scientifique, ça peut être intéressant, mais on peut aussi aller juste questionner notre écoute, essayer d'aller écouter des choses au hasard et de se demander ce qu'on entend, d'aller écouter de la fiction sonore, d'aller écouter du reportage, d'essayer de se poser aussi cette question-là, et que moi je trouve intéressante, c'est de se dire qu'est-ce qu'on essaye de me faire entendre, où est placé le micro, pourquoi est-ce qu'on l'a placé là, qu'est-ce que j'entends ici, pourquoi ce bruit, qu'est-ce qu'on cherche à me faire écouter, à me faire entendre. Est-ce que je peux juste brancher la radio et pas l'écouter pour ce qui est dit, mais juste l'écouter pour ses critères esthétiques, en me laissant porter juste par tiens, qu'est-ce que c'est que ce son, ou tiens, cette voix, pourquoi est-ce que j'aime bien cette voix? On peut aussi questionner ça. Pourquoi est-ce que cette voix-là, elle me parle et que d'autres voix me laissent indifférent? Pourquoi j'accroche à cette narration et pas à celle-ci? Voilà, ça peut être juste aussi ça déjà, de se questionner. Puis après, d'aller, par curiosité et par lien d'écoute ou lien bibliographique, de faire son propre petit chemin à travers ces questions. Très bien, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet épisode. Je tiens à remercier nos intervenants du jour et nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur la chaîne de Kairos Philo sur YouTube et également sur le site Radio Campus où sont disponibles des articles sur les épisodes. C'était Étonnant Non, une émission originale Kairos.